poursuis donc avec vous une série de tutoriels pour vous aider à faire vos premiers pas dans Luminar AI. Et aujourd'hui, je veux vraiment regarder avec vous 5 fonctionnalités que je crois qui vont être d'importance pour vous, qui vont faire partie de vos essentiels et qui sont assez bien cachés, je vous dirais. Alors, c'est pour ça que je veux vous aider à les découvrir et je veux également vous faire part d'un piège en ce qui a trait à votre processus de travail. Vous allez voir, mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur de la chaîne et du blog fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à Luminar AI, ça tombe bien, j'ai déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Ce que je veux donc regarder avec vous, c'est 5 fonctionnalités qui sont assez discrètes, je vous dirais, mais qu'on va beaucoup apprécier et surtout, à mon avis, ça fait partie des essentiels. C'est des éléments vers lesquels vous allez vous tourner fréquemment, donc mieux vaut à ce moment-là que je puisse vous diriger un tout petit peu et vous aider dans votre découverte donc de Luminar AI à ce sujet. Et attention, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un piège, puis je vais vous faire une simulation pour que vous soyez conscient du piège, ce qui va donc vous éviter, si vous voulez, des fois, peut-être une ou deux frustrations. Premier outil qu'on va souvent utiliser, c'est la composition. Et dans ce cas ici, c'est une photo qui a besoin d'amour. Comme vous pouvez le voir, l'axe est vraiment pas très bien. La ligne d'horizon, elle est pas vraiment bien. Bien entendu, si je fais juste une simulation rapide puis je fais voir ce que Luminar AI me suggère au niveau de la composition, et si ça ne fait pas mon affaire, vous savez qu'on peut replacer le tout par rapport à cela, mais bien entendu, revenir sur nos pas avec donc la flèche qu'on retrouve dans le haut. Dès qu'un outil est activé, est utilisé, si ça ne fait pas notre affaire, la flèche, elle apparaît de toute façon pour nous ramener sur nos pas. Je pourrais évidemment, et ce que je vais faire, je vais demander une correction de la perspective. Et dans ce cas ici, le logiciel fait un bon boulot pour replacer de la perspective. Alors ça, c'est tout à fait correct. Mais souvent, au niveau de la ligne d'horizon, des fois, j'ai pu constater que ça pourrait être beaucoup mieux. Alors si je rétablis le tout avec les défauts dans ma photo actuellement, regardez, c'est que si je déplace ma souris à l'extérieur de mon cadre, vous voyez, elle vient de changer de forme. Et si je clique sur ma souris en même temps, donc il y a une grille qui vient donc de s'activer et grâce à cette grille, je suis donc en mesure manuellement à ce moment-là d'opérer les changements que je voudrais bien à ce moment-là au niveau de ma photo. Alors si ma ligne d'horizon était à corriger ou des trucs genre, vous voyez, je suis donc en mesure de le faire. Si je me déplace de l'autre côté de la grille également pour les personnes qui travaillent de la main gauche, vous voyez, c'est également la même chose. Vous avez la même fonctionnalité, donc, qui s'active. Alors, voilà donc, je vais demander au logiciel d'opérer de ce point de vue-là, mais comme vous pouvez constater à ce moment-là, voilà donc quelque chose qui est intéressant et qui nous permet donc de faire les choses manuellement lorsque le logiciel n'y parvient pas. Juste avant d'aller plus loin, un rappel quant à 2 vidéos que j'ai publiées récemment pour vous aider à faire vos premiers pas dans Luminar AI. L'un qui porte sur le catalogue et la bibliothèque et l'autre qui porte sur les modules de modèle et d'édition. Je vous invite vraiment à visionner ces 2 vidéos-là pour avoir de très bonnes connaissances de base. Et par la suite, bien sûr, j'ai d'autres vidéos que je publie pour vous permettre de découvrir d'autres facettes de façon plus spécifique. Mais je vous invite vraiment à regarder les 2 vidéos auxquelles je viens de faire référence. Un outil qui est un incontournable dans mon processus de travail, et peut-être que ce sera également le cas pour vous, c'est un outil qui me permet de corriger les aberrations chromatiques, de corriger à ce moment-là la perspective qui est liée à mon objectif. Et pour ce faire, l'outil en question ici dans Luminar AI est assez bien caché, je vous dirais, et c'est juste ici au niveau optique. Il est là. Malheureusement, il ne se retrouve pas dans la première famille, la plus usuelle, je vous dirais, il se retrouve dans les outils pro. Alors, si je vais dans Optique, et là, je vais corriger complètement les trucs, les éléments qui sont là, vous avez pu constater justement que la photo vient de bouger parce que si je viens lui dire à ce moment-là, je veux corriger les distorsions automatiques. Luminar AI a à l'esprit quel est l'objectif que j'ai utilisé et il connaît à ce moment-là les corrections qu'on fait habituellement avec cet objectif-là. Alors, comme vous pouvez voir, il a déjà apporté des éléments. Et si je ne le fais pas ici, là, ça ne se fait pas de façon automatique par l'intelligence artificielle d'entrée de jeu. Peut-être que ça viendra un jour, à un moment donné, mais en tous les cas, comme c'est là, c'est donc quelque chose qui était intéressant à faire. Deuxième élément,
Si vous regardez, et là je vais zoomer de façon très 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 prononcée, et je vais vous amener tout à fait dans les hauteurs et je vais vous parler des aberrations chromatiques. Vous vous souvenez, on a déjà abordé la chose. Comment corriger ça dans nos photos? Les aberrations chromatiques, c'est là où est-ce qu'il y a des zones lumineuses et des zones d'ombre qui s'intersectent de façon très prononcée lorsque c'est très lumineux. Et comme vous pouvez le constater, j'ai des aberrations chromatiques. Quand vous voyez quelque chose qui est une frange juste ici qui est très verdâtre, comme c'est là, c'est pas naturel ça. Il y a pas de... Les branches d'arbres absolument là, ils n'ont pas un côté verdâtre de cette façon-là. Donc ça, ce sont des aberrations chromatiques. Que faire? Ben, dans Luminaire AI, ce qu'on a ici, c'est le fait qu'on est capable de lui demander de dire « Corrige les aberrations chromatiques, s'il vous plaît » et supprime les franges également. Et c'est les deux outils ou les deux fonctions qu'on a à notre disposition pour espérer que ça rétablisse la situation. Je vous dirais que quand je regarde le résultat comme c'est là, on se retrouve dans la catégorie « peut faire mieux ». Alors, espérons qu'avec le temps, effectivement, Luminaire AI va pouvoir s'améliorer sur ce plan-là parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de pouvoir corriger davantage les résultats. C'est pas mal à certains endroits, mais il en reste juste ici, mais ça a quand même fait un assez bon boulot sur les éléments qui sont les plus prononcés, comme vous pouvez le constater, mais il en reste encore. Alors, donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être dans la catégorie « peut faire mieux », mais définitivement que l'outil optique que vous trouvez dans la famille des outils pro, je pense que c'est quelque chose que vous gagnez à mettre à contribution. Une troisième fonction que vous allez beaucoup apprécier parce que vous allez l'utiliser énormément, il s'agit donc des masques. Où sont-ils les masques? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on utilise ou lorsqu'on génère un outil, ben, en soi, on ne voit pas la possibilité de mettre un masque ou de cerner notre action avec l'aide d'un masque. Mais si je voulais, par exemple, changer la couleur juste ici, de cette sous le viaduc, la couleur rouge, par exemple, et l'amener vers une autre couleur, ben, la façon de pouvoir faire émerger la fonction de masque, il faut bouger un curseur dans l'outil, quel qu'il soit. Alors, par exemple, supposons que, vous voyez, dès que j'ai bougé ce curseur-ci, parce que la modification de la teinte, c'est ce que je vais utiliser juste ici, et voilà, admettons que je voulais amener ma couleur vers justement, ce serait la couleur que j'aimerais bien à ce moment-là, vous avez pu voir apparaître 3 icônes qui n'étaient pas là à l'origine. Donc, évidemment, pour revenir sur nos pas, pour tout simplement interrompre l'outil, si vous voulez, pour le rendre invisible ou l'activer, le désactiver. Et finalement, cet outil-ci qui nous permet à ce moment-là de créer notre masque. Et c'est donc ce que je vais faire. Je vais donc utiliser le masque de peinture. Je vais m'assurer que mon adoucissement, il est à 0 parce que je veux vraiment appliquer l'effet à 100%. Et bien entendu, je vais appliquer l'effet donc à 100%, donc avec une opacité de 100%. Et si j'y vais à ce moment-là, ben, j'ai tout simplement besoin de faire mon masque à l'endroit où est-ce que je voulais justement appliquer la chose. Et comme vous pouvez le constater, puis j'y vais très rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Donc, vous pouvez voir que comme c'est là, ça me permettait donc de faire ce qu'on appelle de la coloration sélective. Et donc, de cette façon-ci, ça nous permet donc d'avoir l'effet désiré, justement en activant les masques. Et ce procédé-là, juste ici, le même icône, quel que soit l'outil en question, si ce dernier le permet, à ce moment-là, on doit absolument manipuler un curseur pour pouvoir faire apparaître l'icône en question. Mon quatrième outil, dans le fond, c'est l'alternative que j'utilise fréquemment, si vous voulez, à la gomme à effacer qu'on a dans les outils de Skylum, parce que des fois, si je viens ici faire l'exercice, et puis je vais faire l'exercice qui est juste ici, admettons que je voudrais effacer cet élément-ci parce que je l'apprécie moins. Et puis, j'utilise la gomme à effacer. Je l'ai souvent dit, au niveau des outils, on est dans la catégorie peut faire mieux. C'est peut-être dans les éléments, c'est certainement dans les éléments que j'aimerais que Skylum améliore beaucoup au niveau des outils, parce que si je fais appel à la gomme à effacer, ben, vous allez pouvoir voir que la résultante est vraiment pas si intéressante ça. L'outil n'a pas nécessairement reconstruit le montant ici au niveau donc de la voie ferrée. Donc, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et je dois me tourner à ce moment-là vers mon historique
que vous retrouvez juste ici. Je me tourne vers mon historique à ce moment-là pour établir la situation. Par contre, qu'est-ce qui serait beaucoup mieux, et c'est dommage qu'on ne le retrouve pas, qu'on retrouve pas les deux outils, un à côté de l'autre ou un en dessous de l'autre, parce qu'assez souvent, si c'est pas la gomme à effacer, ben à ce moment-là, c'est le tampon de duplication qui va faire un bien meilleur boulot. Et celui-ci, on le retrouve dans les outils pro. Alors, et justement, à la toute fin des outils pro. Alors, c'est ce que je vais utiliser dans ce cas ici, puis je vais vous montrer. Et ce que je vais faire, je vais juste, à ce moment-là, augmenter un peu plus ma résultante. Et je vais donc me déplacer pour aller voir, pour pouvoir faire un meilleur travail. Et quand je regarde ça ici, au niveau donc de mon tampon de duplication, alors je viens cerner la zone qui est là. Et encore là, juste ici, la suggestion que je peux vous faire, c'est qu'au niveau du tampon de duplication, on a toujours un bien meilleur résultat. Lorsqu'on ne fait pas ça d'un trait habituellement, j'aime beaucoup mieux cliquer à plusieurs reprises pour pouvoir effectivement dupliquer la chose. Voilà, ça me donne un résultat qui m'apparaît beaucoup plus intéressant, qui paraît beaucoup moins. Et si je reviens donc à l'arrière, ben, à ce moment-là, vous pouvez voir que j'ai reconstruit le montant en question, puis il n'y paraît presque rien, en tous les cas, à moins que vraiment vous vouliez cerner puis que vous vous plongiez dans la photo. Mais toujours est-il, le tampon de duplication, malheureusement, n'est pas dans les tout premiers outils qui sont proposés, et justement, il n'est pas jumelé à l'outil, donc à la gomme à effacer. Moi, je vous dirais que c'est certainement un outil à connaître dans la famille des outils pro. La cinquième fonctionnalité que je veux partager avec vous, c'est une bonne compréhension de certains paramètres ou d'une certaine façon de fonctionner du logiciel. Alors, j'ai profité de votre absence pour justement apporter des retouches à ma photo. Et comme vous pouvez le constater, l'historique a effectivement compilé, si vous voulez, ou additionné toutes les étapes que j'ai franchies. Donc, on retrouve donc l'historique et évidemment, on est dans le module d'édition. Donc, vous voyez très bien à ce moment-là l'icône pour l'historique qui est là dans le bas à droite, pour à ce moment-là vous permettre non seulement de connaître l'historique, mais au besoin de revenir sur vos pas. Par contre, lorsque je bascule du côté des modèles, par exemple, et si je vais du côté des modèles, puis je disais, j'ai fait toutes ces retouches-là, mais je vais regarder un peu qu'est-ce que ça permettrait de faire. Admettons que j'y vais vers coucher de soleil, ce qui est tout à fait judicieux. Bien, là, on peut voir que, là, je viens de cliquer sur le modèle, il y a des éléments qui ont changé, la perspective de ma photo a bougé complètement. On dirait que j'ai perdu toute la correction de composition que j'ai faite, en fait, le redressement des perspectives et tout ça. On dirait que ça s'est perdu. Bon, bref, c'est pas au mieux. Et puis, admettons que j'irais vers un traitement beaucoup plus froid ou des trucs du genre. Bon, ni un ni l'autre ne me plaît. J'aimerais ça revenir à ce moment-là à où est-ce que j'en étais dans mon travail de retouche dans le module d'édition. Alors, le petit piège, c'est que si je clique ici, puis je viens lui dire, par exemple, si je clique là-dessus, et je viens lui dire initialiser les ajustements, ben c'est certain que ça me ramène à un point de départ. Alors, est-ce que je suis en train de réinitialiser tous les ajustements ou bien j'ai réussi à conserver un tout petit peu le volet édition que j'ai fait auparavant? Alors, mieux vaut, plutôt que de faire ça, basculer au niveau de l'édition, aller là, et là, je suis en mesure de retrouver mon historique, et là, je constate que je suis capable d'en arriver, puis dire, parfait, je vais revenir, avant de commencer à avoir joué avec les modèles, où est-ce que j'ai pas trouvé satisfaction, si vous voulez, je suis capable de revenir à une étape là, où est-ce que, justement, tout ce que j'avais fait dans mon module édition n'est donc pas écrasé par les modèles en question. Donc, c'est certainement une façon, donc, de pouvoir y parvenir, et c'est ce que je vous suggère. Puis je termine avec une manipulation qui est créative, mais je vous dis tout de suite, il y a une espèce de piège, et puis c'est pour ça que je veux vous partager avec vous ce piège-là pour vous éviter bien des frustrations. Alors, pour ceux qui aiment faire de la photo créative, ben grâce à justement ici à l'outil de texture qu'on est capable dans le masquage local, ben vous devinez bien que ça peut servir à bien des choses, dont le fait de pouvoir créer, si on veut, une espèce de double exposition. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à l'origine? Ça, ce que vous voyez là, c'est une photo en format RAW et j'ai créé la même photo dans un format TIFF parce que si je veux l'utiliser, si je veux faire appel à l'outil texture, ben à ce moment-là, impérativement, l'outil prend en charge soit un format JPEG ou un format TIFF. Alors, c'est pour ça que c'est nécessaire.
Comme c'est là, ma texture est apposée, mais puisqu'il s'agit de la même photo que la première, les deux sont donc juxtaposés l'une à l'autre de façon tout à fait identique. Il n'y a donc pas de différence. Mais pour créer l'effet qui est intéressant, ben, juste ici, c'est là que je vais me servir du zoom pour manipuler un peu ma texture, pour créer le léger décalage que vous voyez là. C'est quelque chose qui est intéressant. Ça ouvre donc la possibilité de la création autour de ces éléments-là. J'aime bien l'effet. Formidable. Je pourrais donc continuer de la manipulation de cette photo-ci à ce moment-là dans le format édition. Mais attendez, bougez pas. Ah, si j'allais donc voir qu'est-ce que je serais capable de faire au niveau des modèles, justement, avec ce truc-là, probablement qu'il y a un modèle qui pourrait être intéressant. Alors, je vais aller du côté des modèles et je vais dire, ah, tiens, puisque c'est un coucher de soleil, j'ai aimé peut-être le truc, je vais utiliser coucher de soleil, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Eh bien, qu'est-ce qui est devenu de ma texture? Qu'est-ce qui est devenu de ma deuxième photo? Ben voilà, lorsque le modèle en question ne prévoit pas justement une texture quelconque, ou en fait, s'il la prévoit justement pour faire un flare ou quelque chose comme ça, souvent on va avoir des modèles qui ont des effets particuliers, mais bref, lorsque la texture elle n'est pas prévue, elle n'est pas à l'agenda donc du modèle en question, ce dernier n'en tient pas compte absolument. Donc voilà pourquoi si vous jugez opportun de faire l'exercice que je viens de faire, mieux vaut donc avoir recours à un modèle, faire vos manipulations et ensuite, si vous voulez, à un certain point, pouvoir créer votre photo, format JPEG ou format TIFF, et ensuite pouvoir la poser comme texture, parce que si vous faites ça dans l'ordre que je viens de le faire, bien, vous voyez à ce moment-là, votre démarche ne résistera pas au modèle. Eh bien, comme vous pouvez le constater, toute bonne chose a une fin. J'ai pu compléter ma photo, je l'ai fait dans le module d'édition. Et la découverte d'un logiciel ou l'utilisation d'un logiciel, ben c'est un peu comme ce que vous voyez comme c'est là. Tous les chemins ne sont pas en ligne droite et tout le monde n'emprunte pas le même chemin. C'est ce qui fait la beauté de la chose. J'espère que la vidéo aura été inspirante et utile pour vous. Si c'est le cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire comme à l'habitude. Au plaisir, à la prochaine.